Quand on est dans un système politique qui dispose d'un parlement, les membres de ce parlement vont très souvent être les représentants des diverses factions politiques qui composent la société. C'est d'autant plus vrai si ce parlement est issu d'un corps électoral. Mais pas nécessairement, c'est quelque chose qui se fait assez naturellement. Car se faire le porte-parole d'une cause ou d'une autre est un moyen d'accroître son capital politique, donc son importance. De ce fait, est née une tendance qui n'est pas nouvelle, mais néanmoins très populaire de nos jours en politique. Le fait de vouloir des élus qui appartiennent à certaines catégories. Ce que, dans le jargon journalistique, on appelle des minorités, selon la croyance que l'augmentation du nombre d'élus appartenant à telle ou telle catégorie entraînerait une amélioration des conditions de vie de sa catégorie. Si on prend les données qui ont été recueillies par Jason Riley et Thomas Sowell et les études qu'ils ont menées, on s'aperçoit qu'entre les années 1940 et 1960, les Afro-Américains avaient un taux de chômage pas plus significatif que celui des Blancs, et que leurs revenus augmentaient plus vite que celui des Blancs. Durant cette période, le taux de pauvreté des Afro-Américains a chuté d'environ 40%. Ces améliorations des conditions de vie se sont faites dans une Amérique qui avait des lois ségrégationnistes. Dans les années 60, il y a eu une mobilisation politique des Afro-Américains, ce que les Américains appellent le Civil Rights Movement. De 1960 aux années 2000, le nombre d'élus afro-américains est passé d'1 millier à plus de 10 000. Logiquement, cela aurait dû mener à la fin des disparités économiques, alors qu'en réalité, les disparités ont subsisté. Thomas Sowell indique qu'il n'y a aucune corrélation entre le nombre d'élus et le succès économique. Si on prend d'autres catégories ethnico-culturelles aux États-Unis, comme les Italiens, les Juifs et les Irlandais, les données montrent que les Italiens et les Juifs ont d'abord réussi économiquement avant de réussir politiquement. Au contraire des Irlandais, qui se montraient très actifs politiquement et avaient un nombre important d'élus, mais qui au niveau économique étaient une des catégories qui stagnait le plus. Donc on peut conclure que le succès politique d'une catégorie n'entraîne pas son succès économique. Pourquoi? Parce que le succès, c'est quelque chose de personnel. Et ce qui fait notre succès sont des qualités personnelles. Ce qu'un élu va faire, c'est essayer d'obtenir des subventions et des aides pour sa circonscription. Les observations de Sowell et de Riley ont montré que cela n'avait aucun impact sur la situation économique des Afro-Américains. Leur conclusion est que les clés du succès économique sont en priorité une famille stable et une éthique du travail, et cela de manière universelle à toute catégorie. Et ce ne sont pas des questions quelconques de discrimination qui peuvent expliquer ces disparités. Parce que si on prend le cas des Italiens et des Irlandais, il n'y a rien qui devrait les distinguer. On a deux peuples européens catholiques qui ont émigré en Amérique à la même période. Ensuite, le revenu des Afro-Américains a augmenté plus vite sous les lois ségrégationnistes qu'après. Si on prend comme exemple les émeutes de Baltimore en 2015 suite à la mort d'un suspect arrêté par la police, soi-disant la police était raciste. Mais la police de Baltimore est composée à 40% d'Afro-Américains. Le commissaire et la maire de la ville étaient Afro-Américains. Ce que ces cas révèlent, c'est que rester dans l'attente d'une réponse politique, surtout d'une réponse politique politicienne, là où il n'y en a pas forcément, entrave la poursuite d'autres solutions, et enfonce les éléments communautarisés d'une catégorie dans la stagnation.